Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Jean-Louis Bruguière est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien juge antiterroriste. Le terrorisme, justement, a frappé à Ottawa, au Canada, une double fusillade au Parlement. Les djihadistes sont-ils partout? Écoutez, la preuve, si vous voulez, je crois que oui. Ils l'étaient, ils le sont, c'est beaucoup plus visible aujourd'hui, peut-être qu'hier. Les médias sont là, rien n'échappe. Ils les utilisent, les médias, justement? Complètement. Je crois que aussi c'est un élément, on pourra en parler plus avant, mais c'est un élément très important. On est passé dans un terrorisme médiatique, c'est-à-dire que les médias, les grands médias, toutes les techniques modernes de la communication et de l'information, les réseaux sociaux, Internet, sont partie prenante, donc sont intégrés, manipulés. Vous pensez que les médias en font trop? Non, on leur donne trop. Écoutez, non, les médias, je crois qu'il faut être là-dessus, c'est une liberté publique essentielle, cruciale en démocratie. Je pense que c'est aux médias de savoir ce qu'ils doivent faire et de s'auto-censurer, enfin, en tout cas, de gérer leur communication. C'est pas simple. Bon, on l'a vu, par exemple, il y a eu un consensus global et même international sur ne pas diffuser des photos ou des vidéos sur les décapitations. Oui, bien sûr. Alors, bon, là, je crois que c'est assez simple. Le reste, c'est compliqué. Je pense que ce serait une erreur que, précisément, de s'auto-censurer. Ça, c'est incontestable. D'abord, c'est pas possible, et puis je pense qu'il faut qu'on soit informé. Mais après, il faut qu'il y ait donc une bonne information, il faut qu'il y ait une contre, peut-être, ingérence en matière d'information pour pouvoir diffuser des messages différents, de ne pas laisser donc, uniquement la parole et puis aux la djihadistes. peur, parce qu'il y a quand même aussi ce culte de la peur qu'ils essayent de transmettre à travers nos médias. Peur et terreur, même, quelque part. Peur et terreur, si vous voulez. Il y a même une économie de moyens extraordinaire aujourd'hui qui se fait au travers des médias. Je crois que le meilleur exemple, ça a été l'assassinat brutal d'un Britannique en pleine rue, d'un militaire britannique avec un couteau. Bon, qui a fait le tour du monde. C'était un breaking news, comme on dit. Donc, je veux dire, le véhicule de la terreur a été fort. Et donc, ils ont gagné. Ils sont en train de gagner. Avec un coût extrêmement faible, vous voyez, je veux dire. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément très très important. On peut imaginer que le Canada, en effet, a payé le prix de sa participation à la coalition internationale contre l'État islamique. Mais est-ce que demain, vous qui êtes bien placé pour savoir ce qui se trame, ça ne risque pas d'arriver en France à tout moment? Est-ce qu'on ne risque pas de payer le prix de notre participation à cette coalition? Mais nous, on a une très très vieille expérience, malheureusement ou heureusement, en matière de terrorisme islamiste radical, puisqu'elle remonte au début des années 90. Moi, j'étais à l'époque en charge de tous ces dossiers avec le GIA. Le GIA, l'affaire de l'Airbus, et puis les attentats en France, et puis l'ensemble des réseaux du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, puis le Front islamiste tunisien, puis le groupe islamique combattant marocain. Mais bien sûr qu'on les connaît. Si vous voulez, on les a combattus de 93-94 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont les mêmes? Ce sont pour certains les mêmes, d'autres différents, mais le système, je veux dire, il y a une certaine linéarité, continuité dans une discontinuité. Je veux dire, en tout cas, sur le plan de la typologie des phénomènes, quand on regarde, je veux dire, au quotidien ou par séquence, on a le sentiment qu'il y a des ruptures et que ce n'est pas la même organisation. Mais ça s'est radicalisé quand même entre-temps. Mais bien sûr que ça s'est radicalisé. Ça s'est atomisé, ça s'est diversifié, ça a muté et ça s'est très radicalisé. Et aujourd'hui, on est confronté à un phénomène qui est beaucoup plus global, beaucoup plus mondialisé, avec cette espèce de paradoxe. D'un côté, vous avez Daesh, qui est la première organisation qui a réalisé ou tente de réaliser donc une implantation territoriale qu'elle appelle un califat, ce que Bin Laden, Al-Qaïda n'avait pas fait. Il l'avait fait avec l'aide des talibans, mais c'est comme les talibans qui tenaient, je veux dire, géographiquement et politiquement. Et Al-Qaïda était invité, en tout cas, donc sur le territoire. Donc là, on est dans la suite d'Al-Qaïda. Là, on est avec une organisation terroriste qui a réussi donc à avoir une implantation territoriale. J'observe que cela aurait pu être le cas de l'AQMI, du Mujao et d'Ansardine, si la France n'avait pas réagi aussi promptement avec l'opération Serval. On aurait pu avoir... Donc on a bien fait d'y aller. En Algérie, les gens qui étaient inféodés à AQMI sont passés pour quelques-uns d'entre eux du côté de l'État islamique. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec notre otage qui était en Kabylie. Oui, alors ça c'est un autre... Ça, c'est, si vous voulez, c'est l'importance... Ce sont les franchises, un peu des terroristes. L'importance jouée aujourd'hui médiatiquement, je veux dire l'attraction de Daesh
de l'État islamique fait qu'il y a un certain nombre d'organisations, de Qui se structures disent, moi existantes. aussi j'ai envie d'y aller. Bon, non, qui autrefois faisait allégeance à Al-Qaïda, une allégeance beaucoup plus idéologique qu'opérationnelle, qui ont décidé d'aller vers celui qui était le plus attractif, le plus moderne. Et dont on parle le Donc plus. Daesh. Alors l'AQMI, il y a eu un grand débat, et l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et son chef Drondal, qui est toujours réfugié en Kabylie, a dit nous on maintient notre allégeance à Al-Qaïda, et puis il y a eu un petit groupe qui a fait sécession, qui s'est radicalisé, et qui s'appelle le Jund al-Khalifa, qui a pris cette appellation, issu de l'AQMI, et qui donc a fait allégeance à Daesh, et ça a été le drame que nous avons connu en Kabylie. Monsieur le juge, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que Daesh, donc l'État islamique, va être tenté de profiter peut-être du manque de cohérence de cette coalition internationale sur le terrain, Oui, qui reste flou. qui reste flou, et puis aussi du fait que les Occidentaux ne se radicalisent pas suffisamment peut-être, ou manque de fermeté par rapport à ce qui est en train de Oui, se c'est passer. vrai, Kobané. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, on est probablement, moi je l'ai dit aussi récemment outre-Atlantique, en train de commettre peut-être la même erreur que celle qu'on a commise avant le 11 septembre, c'est-à-dire de ne pas suffisamment prendre en compte la réalité d'une menace et les enjeux que représente aujourd'hui l'État islamique pour l'ensemble du monde occidental. Comment la prendre en compte ? Par rapport, je veux dire, alors on est toujours en train de considérer, de dire que le danger c'est finalement de Al-Qaïda, on parle de ce fameux groupe Khorasan, qui aurait été un petit groupe constitué d'anciens djihadistes très radicalisés de l'équipe Al-Qaïda, dont l'objectif serait de propager des attentats à l'extérieur. Et on prétendrait que finalement Daesh n'est pas si dangereux parce que Daesh est occupé. Donc on minimise un petit peu le poids de cette organisation terroriste. On l'a sous-estimé dès le départ. Et je pense qu'on la sous-estime parce que je pense que de dire qu'aujourd'hui l'État islamique n'est pas dans la posture donc d'exporter le djihad à l'extérieur, il me paraît une erreur. Et ce qui se passe vient de se passer à Ottawa, sous réserve. Sous Que ce réserve, soit bien, sûr, il faut être prudent. Parce que ça en prend on ne sait pas si c'est l'État islamique, sous réserve donc de l'évolution de l'enquête, mais il est certain qu'on peut, ma crainte réelle, c'est qu'au-delà des appellations de circonstances et des groupes, on ait une vraie volonté, à partir du moment où Daesh va renforcer son pouvoir. Je crois que la sémantique est importante. Al-Qaïda, ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire la base. Daesh est en train de créer une autre base, une base géographique importante. Alors selon vous, et donc à partir de cette base, je veux dire, à partir du moment où vous avez une base, vous avez la capacité de pouvoir. Il y a les fondations. Pour pouvoir exporter. Alors comment lutter justement? Comment les prendre en compte? Si vous dites qu'on les sous-estime, que faut-il faire? Je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la gravité de la situation au-delà des postures politiques. Alors qu'il faut attendre 3 attentats. Vous êtes souvent aux États-Unis, monsieur. Oui, les Américains, vous les avez vus. Est-ce qu'ils sont pas un peu laxistes quand même? Non, je crois que les Américains ont une difficulté probable à comprendre ces phénomènes. C'est toujours traditionnel. Premier point. Deuxièmement. Nous, on est plus forts. Oui, beaucoup plus. Non, c'est vrai. C'est plus fort. Incontestable. Du reste, les Américains reconnaissent que dans ce domaine, on est probablement les meilleurs. C'est incontestable. On a l'expérience. On est plus fort parce qu'on a une expérience très longue, on a des services. Et puis il y a une coopération. Mais les Américains ont du mal à appréhender la réalité islamiste et tout ça. Ils ont du mal à appréhender le Moyen-Orient. Ils ont du mal à appréhender ce qui est hors de leur territoire. Et l'opinion publique américaine est très hostile donc à de nouveaux engagements et des États-Unis. D'où le retrait d'Obama. Le retrait d'Obama. On est dans une période politique compliquée avec le midterm. On est avec une posture américaine qui est quand même celle du repli sur les frontières américaines, y compris du Moyen-Orient. Et donc, il est incontestable aujourd'hui qu'il y a un très grand flou concernant la diplomatie occidentale et surtout américaine, qui est essentielle. C'est quand même le pays le plus important qui a les moyens. Et l'Europe est malheureusement aux abonnés un peu absents. Alors la France n'a-t-elle pas un rôle à jouer justement, la France, parce qu'elle a son expérience? La France a joué un rôle très efficace, avec très peu de solidarité européenne, une solidarité très insuffisante, je dirais, au Sahel. Voilà. On a fait le job, comme on dit, et que si on ne l'avait pas fait, on serait aujourd'hui dans une situation qui serait, à notre porte, parce que quand même le Sahel, c'est la profondeur stratégique de l'Europe et de la France en particulier. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas à nos portes? Je pense que c'est assez contenu. Ça pourrait venir à nos portes. Attendez, on a 2 problèmes qui ne sont pas traités aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout traiter. C'est la Libye, qui est devenue un trou noir.
Ça a été du reste, notre ministre de la Défense l'a dénoncé. Et un marché aux armes. On a été, mais plus que ça, c'est là où se regroupent l'ensemble des organisations. C'est une zone qui est, une zone dans laquelle ils peuvent manœuvrer librement. C'est un véritable sanctuaire aujourd'hui, malheureusement. Voilà, où il y a l'AQMI, il y a tout. Et puis, deuxième point, je crois qu'on le voit, mais qui risque d'être dangereux, c'est le Nigeria. Le Nigeria avec Boko Haram, et Boko Haram qui, lui, a fait une allégeance, alors je ne sais pas ce que ça vaut opérationnellement, mais à Daesh, et qui est en train d'impacter totalement donc, le nord Nigeria, avec le risque de créer un État islamique dans le nord Nigeria et qui déborde sur le Cameroun, sur le Tchad. Donc là, ce sont les deux aspects, Libye et Boko Haram. Pour l'Afrique, mais la Libye, nous sommes responsables de ce qui se passe. Je suis désolé, Obama, M. Sarkozy et M. Cameron n'ont pas étudié l'après-Kadhafi. Je suis d'accord. Je suis obligé de vous dire que je suis d'accord. Le problème, on n'est pas là pour faire d'être les agiographes des dictateurs. Mais il est certain, je dirais presque pas d'une façon cynique, mais il y avait une stabilité dans ces pays-là. Et quand les Américains ont prétendu en 2003, et j'étais bien placé à ce moment-là, 2003-2004, au moment du French bashing, que l'intervention militaire américaine en Irak était justifiée à la fois parce qu'il y avait un risque de prolifération nucléaire et d'autre part parce que Saddam Hussein donc faisait la courte échelle à Al-Qaïda, c'était faux. Voilà, avec un F majuscule. Et que donc on a détruit ce pays. On a détruit surtout pas uniquement Saddam Hussein, l'ensemble du parti basse, qui était des structures militaires qui aujourd'hui sont les formateurs. Sont en train on a vu par exemple que c'était des anciens aviateurs, pilotes de chasse, donc de l'armée irakienne bassiste, qui étaient en train de former donc des gens de Daesh qui ont récupéré quelques MiG. En France, on va repartir en France et dans les prisons notamment, avec ce rapport. Je voudrais revenir sur ce rapport dont parle Elisabeth, qui nous dit aujourd'hui, que 60% de la population carcérale est musulmane, 40 000 musulmans sont dans les prisons et 100, une centaine en tout cas, sont jugés très dangereux. Puis, vous qui connaissez plus que quiconque le dossier, c'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène auquel qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le juge? Moi, si vous voulez, quand j'étais en fonction, on avait instauré des réunions qui étaient pratiquement, pas toutes les semaines, mais au moins 2 fois par mois, avec l'ensemble des responsables des établissements pour faire le point sur les problèmes de radicalisation. Alors, il y avait 2 choses qui nous apportaient. D'abord, la contamination, de façon que les gens ne communiquent pas entre eux, mais c'était dérisoire, c'était illusoire déjà. Et puis déjà, le problème de la radicalisation. Parce qu'aujourd'hui, le phénomène, je veux dire, principal, et que je pense qu'on n'a pas suffisamment traité, et qu'on en prend conscience, c'est la radicalisation. C'est-à-dire mettre le curseur en amont. Quels sont les processus qui facilitent, permettent aujourd'hui que les gens basculent? Alors, il y a incontestablement, les prisons, aujourd'hui, dans leur configuration, sont les machines à fabriquer, à radicaliser, à fabriquer des terroristes. Alors, vous parlez de leur configuration. Dans ce rapport, on dit que ce serait bien de mettre des micros dans ces lieux de détention. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce n'est pas ça tellement le problème. Je pense que le problème doit être plus radical. Lequel? Alors, c'est quoi? Le problème radical, c'est éviter physiquement qu'il puisse y avoir donc une proximité entre des individus qui sont prosélytes et puis des autres qui sont dans une situation que constitue la prison, de faiblesse, et qui permettent donc la contamination. Alors, si vous voulez, le problème n'est pas nouveau parce que les Italiens, dans les années 70, ont été confrontés, mutatis mutandis, à une situation similaire avec les Brigades Rouges. Brigades Rouges, oui. Voilà. Eh bien, eux ont pris la décision de dire on va prendre des établissements, on va mettre tous les brigadistes ensemble. Voilà. C'est la solution? Alors, certes, ils vont communiquer, etc., mais au moins, ils ne vont pas recruter. Alors, je ne sais pas si c'est la solution. Mais de dire, par exemple, aujourd'hui, on va créer des quartiers, comme ça a déjà été le cas, pour pouvoir isoler les gens, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont des téléphones portables, parce que il y a une porosité, et que, je veux dire, quels que soient les moyens pris, on n'y arrive pas. Alors, où on construit d'autres établissements, on sait que c'est un problème de coût, que c'est un problème de temps, etc. Ou alors il va falloir prendre des mesures. Je ne vais pas vous poser la question qui fâche, mais est-ce que Mme Taubira est à la hauteur? Écoutez, pour répondre à ce type de défi qu'on doit relever. Moi, écoutez, je ne veux pas faire de la polémique ni de la politique. Non, mais votre avis? Je dis simplement que je pense qu'aujourd'hui, que le problème de la prison et les risques dénoncés et mis en exergue par ce rapport, probablement ne sont peut-être pas suffisamment pris en compte
par Par la chancellerie. Voilà, parce que les mesures doivent être prises. On est devant une situation où la menace devient exponentielle. Vous dites qu'il y a urgence ? Exponentielle, vous avez vu le nombre de recrutements. Alors, ce n'est pas uniquement la prison, puisqu'il y a effectivement des phénomènes de radicalisation de plus en plus importants. Puis le problème des imams. Les imams radicaux des mosquées, vous avez oui, raison. oui, mais je veux dire, ce qui est aujourd'hui le moteur de la radicalisation des jeunes qui partent, c'est quand même Internet. Enfin, c'est quand même Donc c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Le problème. Oui, alors on a pris des mesures. Là, le gouvernement très en amont pourrait tenter essayer de pouvoir détecter des signaux faibles au niveau des écoles, au niveau des familles, avec voilà. Mais je pense qu'effectivement la problématique, si vous voulez, des prisons est à approfondir et à puis étudier. Même l'ensemble des lieux publics. Les hôpitaux, peut-être même. On en reparlera. Les armées, vous avez vu, même, ça a été le cas donc aux États-Unis. Merci, monsieur le juge. Merci d'avoir été notre invité, Jean-Louis Bruguière. C'est très intéressant. Merci, Christian Mallard. À la semaine prochaine, dans un nouveau numéro de Tout est politique.